Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Bertrand Badi, universitaire et surtout professeur émérite des universités. Il a 73 ans. C'est un homme prolifique qui a écrit jusqu'ici 56 livres. Il y en a un en préparation, dont on parlera peut-être un peu vers la fin. Et c'est un homme qui enseigne les relations internationales et qui pense ces relations depuis de longues années. Avec lui, nous allons faire le tour des problèmes qui se posent aujourd'hui en géopolitique et dans les relations internationales. Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Eh bien, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur une actualité riche. Peut-on aujourd'hui, et comment surtout, déchiffrer un monde qui est devenu vraiment indéchiffrable? Alors, c'est la bonne question. Pourquoi? Parce que tous les mots, les concepts, les catégories, les éléments de droit, les éléments de philosophie politique que nous mobilisons pour parler du monde appartiennent à l'Europe du XVIIe siècle. Les mots-clés, souveraineté, nation, territoire, puissance, pouvoir, tout ça, ce sont des mots qui font notre vocabulaire politique, qui ont été inventés à la Renaissance en Europe, qui ont été plus imposés que diffusés partout dans le monde, et bien entendu, le monde en 2024 n'a rien à voir avec ce qu'il était quand ces mots ont été créés. Donc il faut renouveler notre regard. Si nous continuons à regarder le monde avec les lunettes d'autrefois, oui, nous voyons tout autre chose, et nous voyons quelque chose qui est faux. Vous savez, ça me fait toujours penser à cette métaphore douloureuse, et je m'en excuse auprès de nos auditeurs. Vous allez voir un médecin qui ne comprend pas votre maladie et qui vous donne, pour soigner vos maux, des médicaments qui correspondaient aux pathologies qu'il avait connues autrefois. Alors évidemment, il ne guérit pas le malade. C'est un peu ça le problème. On essaye de soigner le monde d'aujourd'hui avec les remèdes d'autrefois, et ça ne marche pas. Si, justement, c'est la difficulté, c'est la capacité de projection. Aujourd'hui, on est dans une incertitude dont on ne mesure pas l'ampleur. Comment un peu baliser pour pouvoir avoir au moins des éléments cohérents qui nous permettent de rendre le monde intelligible? Alors, il faut comprendre que depuis 1945, nous avons vécu 3 ruptures majeures que souvent nous ne savons pas regarder en face. La première rupture, c'est la décolonisation. On n'a pas su donner à celle-ci la vraie mesure qu'elle avait. Vous savez que la décolonisation a consacré 2 choses. D'une part, pour la première fois, j'allais dire depuis Adam et Ève, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le faible a gagné contre le fort. Et ça, c'est une rupture majeure qui montre que notre monde n'est plus une simple compétition de puissance. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, d'autre part, la décolonisation, ça a conduit à un monde pluriculturel, c'est-à-dire un monde composé de peuples qui n'ont pas la même histoire. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la même culture, parce que ça, c'est trop simple. Qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas vécu les mêmes souffrances, ni les mêmes douleurs. Ça, c'est la première grande rupture. La deuxième grande rupture, ça a été la dépolarisation, la chute du mur, l'effondrement de l'URSS. Toute notre histoire moderne des relations internationales repose sur la confrontation, amis-ennemis, alliés contre ennemis. La chute du mur a complètement brouillé les pistes. Et la troisième rupture, qui est peut-être encore plus importante que les 2 autres, c'est l'invention de ce phénomène bizarre qui est dans la bouche de tout le monde mais que personne ne sait définir, qui est la mondialisation. C'est-à-dire que pour la première fois, là aussi j'ai encore envie de dire depuis Adam et Ève, le monde est unique. Tout le monde est dans le même bateau. Mais il n'a jamais autant été retribalisé. On voit que, certes, il y a ça, mais il y a la contrepartie. Mais l'un va avec l'autre. Le système international auquel nous autres Européens et le monde, parce qu'on gouvernait le monde à ce moment-là, étions habitués, c'était un système qui se limitait à l'Europe et qui fonctionnait entre États à peu près de même niveau de développement, de même culture, de même histoire, de même religion. Et du coup, l'intercompréhension n'était pas un grand défi. François Ier connaissait Charles Quint et il savait ce qu'il y avait dans la tête de Charles Quint.
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de frontières psychosociologiques, il y en a toujours sur le plan politique et institutionnel, et où se rencontrent des acteurs qui ne se comprennent pas toujours, et je dirais, au-delà de ça, ne sont pas confrontés aux mêmes objectifs et aux mêmes préoccupations. Dans le même monde, vous trouvez des Centrafricains ou des Congolais PIB par habitant et par an $600, et des Luxembourgeois, PIB par an et par habitant $120 000. Vous comprenez bien que ces écarts créent quantité de malentendus, de hiatus, mais je dirais il y a deux autres choses dans la mondialisation qui font frémir et qui remettent tout en question, c'est que, d'une part, dans la mondialisation, tout le monde dépend de tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que la souveraineté est de plus en plus limitée. Mais ça veut dire aussi autre chose. C'est que le faible continue à dépendre du fort, mais désormais, et de plus en plus, le fort dépend du faible. Sur le plan énergétique, sur le plan des matières premières, sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan sanitaire. Tout ceci fait que l'hégémonie est de moins en moins possible. Et enfin, la mondialisation, c'est la mobilité généralisée. C'est-à-dire, on bouge. Le migrant est l'avenir du monde, ce que dans le vieux monde, on ne veut pas comprendre. Dans cette quête de sens, j'ai envie de... on a vu depuis plus de 2 ans que l'Ukraine a éclaté, et surtout ces derniers mois, accéléré la direction du monde. C'est-à-dire que la crise ukrainienne, de quoi est-elle le nom ? Alors, c'est très intéressant parce que la guerre russo-ukrainienne, lorsqu'elle est apparue, en février 2022, il se trouve que j'étais en Afrique, au Tchad exactement à ce moment-là. C'était intéressant parce que je recueillais la perception de mes amis africains, perception d'un conflit qui était différente de la perception que moi, Européen, je pouvais en avoir. Mais bref, lorsqu'est apparu ce conflit, il apparaissait comme une guerre à l'ancienne. C'est-à-dire comme on ne l'imagine plus, c'est-à-dire 2 États, alors que la plupart des conflits sont à l'intérieur des États. Là, c'est 2 États et guerre de conquête, c'est-à-dire Poutine entendait conquérir ce petit voisin qui était l'Ukraine. Donc les gens, à ce moment-là, ont tous dit c'est le retour de la guerre, c'est la 3e guerre mondiale, c'est une guerre européenne, etc. Non, non, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on s'est aperçu que, justement, le plus fort n'a pas pu conquérir le plus faible. Oui. Et ça a été un événement considérable. Et pourquoi le plus fort n'a pas pu conquérir le plus faible ? Parce qu'il y a une résilience sociale, une résistance sociale de la population ukrainienne qui était extrêmement forte. Donc c'était une guerre sociale, même avant d'être une guerre militaire. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que très vite, dans l'espace de quelques jours, cette guerre entre 2 États est devenue, non pas une guerre mondiale, mais une guerre mondialisée. C'est-à-dire dans laquelle d'autres États s'impliquaient, non pas en y envoyant leur armée, mais en utilisant l'arme économique, l'arme sociale, tous les moyens qui étaient destinés justement à faire pression ou à contenir la puissance russe. Donc c'est quelque chose de très nouveau, en fait, cette guerre, dont on s'aperçoit qu'elle continue. Mais ce que je voudrais dire, pour reprendre mon point de départ, c'est que quand j'en parlais à mes amis tchadiens, eux ne disaient pas ça du tout. Mes amis tchadiens disaient c'est une guerre entre Européens. C'est une guerre du Nord dont nous, pays du Sud, allons payer la facture. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, puisque effectivement on voit le poids de cette guerre sur les économies et les sociétés du Sud qui en souffrent beaucoup. Mais il y a un effet miroir aujourd'hui avec une autre crise majeure qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que c'est quoi ce monde qu'on voit, de poids, de mesure, une vision complètement d'un Occident que personne ne peut plus comprendre, pardon. Alors déjà, la guerre, le conflit israélo-palestinien n'est pas de même nature que le conflit russo-ukrainien. Ne serait-ce que dans le cas russo-ukrainien, vous avez 2 États qui se font face. Là, vous avez un État dominant et colonisateur qui fait face à la résistance d'un peuple qui n'a pas pu accéder, je dirais, à la majorité étatique, au droit d'avoir son État-nation. D'un certain point de vue, le conflit israélo-palestinien, c'est le dernier, ou l'un des derniers, il y en a d'autres, qui sommeillent, conflit de décolonisation. Ces conflits de décolonisation, c'est le conflit du faible contre le fort,
Et jusqu'à maintenant, tous ces conflits ont été gagnés par le faible contre le fort. Et l'absurdité de ce conflit, c'est que Israël a tout misé sur la puissance. C'est-à-dire, la puissance lui permettra de continuer à garder son contrôle et sa domination sur Gaza, sur la Cisjordanie, sur Jérusalem-Est, sur le Golan. Bon. Mais on s'aperçoit que cette puissance qui est utilisée au moins depuis la guerre de 67, mais de facto depuis l'indépendance de 1948, n'a jamais pu venir à bout de la question palestinienne, même si tous les États, y compris les États du monde arabe, considéraient que le problème était réglé et que le statu quo allait être définitif. Mais ça tombe mal avec ces deux crises, avec cette absence de... les systèmes de régulation ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise systémique du multilatéralisme. Tout à fait. Comment réinventer ce monde ? Vous avez fait des livres, d'ailleurs, qui sont avec une intuition incroyable, qu'on retrouve aujourd'hui dans les fractures qu'on voit. Mais vous savez, le grand problème, c'est que lorsqu'on a inventé le multilatéralisme, on a cru qu'on trouvait la solution pour installer la paix de demain. Le multilatéralisme, il a été inventé progressivement, quelques balbutiements dans le contexte du 19e siècle, puis la création de la Société des Nations en 1919 avec la paix de Versailles, puis les Nations Unies en 1945. Mais le grand problème qui explique la paralysie des Nations Unies, c'est que les Nations Unies ont été construites en un temps où le défi à la paix, c'était la compétition de puissance. Donc on s'est dit, c'est très simple, on met les principales puissances dans un bocal, le Conseil de sécurité, oui, et on les incite à passer compromis entre elles. Et on pensait qu'on avait trouvé la formule éternelle d'invention de la paix. Aujourd'hui, la plupart des conflits sont des conflits qui échappent au contrôle de ces superpuissances. Donc vous pouvez les mettre ensemble dans une chambre, et même s'ils parviennent, ce qui est rarement le cas, à s'entendre, ça ne change rien quant à la racine profonde de cette conflictualité. Donc sans un renouvellement complet de l'appareillage multilatéral, on tapera toujours à côté. C'est-à-dire, d'ailleurs, aucun des conflits, vous parlez du conflit israélo-palestinien, je pourrais vous parler du conflit congolais, je pourrais vous parler du conflit du Sahel, je pourrais vous parler du conflit de la Corne de l'Afrique, du conflit du Soudan. Oui. Est-ce que vous avez vu parmi ces conflits l'un d'entre eux qui ait été résolu, non pas, mais même atténué par l'effet de cette vieille grammaire maintenant périmée de l'équilibre de puissance tel que pratiqué par le Conseil de sécurité ? Oui, je ne vais pas vous pousser à jouer le devin, loin de moi l'idée, mais simplement on essaie de comprendre quelles sont les quelques balises possibles pour recoudre un monde décousu, et on voit de dislocation, on le voit partout, vous venez de l'indiquer. Alors, si j'avais le remède miracle, je crois que je serais prix Nobel de la paix ou je ne sais quel super pontife. J'en ai pas du tout la prétention, rassurez-vous. Simplement, j'aime bien le terme que vous avez employé de balises. On les connaît, ces balises. Les balises pour construire la paix de demain, c'est quoi ? C'est d'abord concevoir que notre monde n'est plus un monde centré, mais que c'est un monde qui est inclusif. Et que ce monde ne pourra trouver son équilibre que si tout le monde respecte tout le monde. C'est-à-dire que si on ait un vrai sentiment d'altérité, de respect de l'autre. Respect de l'autre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne décide pas à la place de l'autre, qu'on donne à l'autre la chance de pouvoir régler ses propres problèmes et de conserver sa dignité. Oui. Regardez tous ces conflits, le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien, le conflit congolais, et on pourrait continuer. Ce sont des conflits dans lesquels ceux qui se sont insurgés, j'allais dire, qui ont eu la rage, l'ont fait parce qu'ils se sentaient humiliés, méprisés, rejetés, marginalisés, parce qu'on ne les écoutait pas, parce que tels des enfants, on leur expliquait ce qu'ils devaient être et ce qu'ils devaient faire. Ça, c'est la source principale de la guerre aujourd'hui. Vous avez vraiment, avec une pertinence
de quelqu'un qui a cette maîtrise des relations internationales, la compréhension de ces relations. Vous avez écrit quand le Sud se réinvente, réinvente le monde, et vous avez surtout aussi indiqué que nous ne sommes plus un monde. Et vous parlez de l'ordre international, le nouvel ordre. C'est-à-dire que comment voyez-vous aujourd'hui cet ordre-là? Quels sont les acteurs qui vont pouvoir structurer le mouvement parce qu'on ne voit rien à l'horizon. On voit que les Américains et les Russes sont dans des positions antagoniques et qui divisent le monde. Et comment voyez-vous cette problématique? D'abord, il faut que ce monde soit inclusif. C'est-à-dire que tout le monde ait la parole. Oui. Que tout le monde ait un droit égal de toucher à la gouvernance globale du monde. Ça, c'est essentiel. Deuxième élément, il faut pour cela que l'on parvienne à un monde qui s'unifie autour des grands enjeux globaux. Vous savez, pendant des siècles et des siècles, les relations internationales, c'était quoi? C'était la concurrence entre intérêts nationaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les relations internationales? C'est gérer des relations qui sont exposées à des défis communs. Défis communs, c'est quoi? C'est les défis climatiques, c'est les défis sanitaires, rappelez-vous le Covid, défis alimentaires. Vous savez que chaque année meurent dans le monde 10 millions de femmes et d'hommes meurent de faim. Oui. Et en mourant de faim, elles créent une situation de décomposition sociale qui conduit à la guerre et qui conduit à la déstabilisation globale. Tout ça, ce sont des défis globaux. Si on ne règle pas ces défis globaux en amont, c'est-à-dire avant de se préoccuper des intérêts nationaux... C'est qui ont toute la difficulté l'ensemble de l'humanité. Oui, mais... Et justement, l'ensemble de l'humanité, c'est une notion qui est niée par les puissants, parce que les puissants se considèrent comme l'incarnation naturelle de l'ensemble de l'humanité. Il y a un conflit en Israël-Palestine, c'est les États-Unis qui vont décider ce qu'il faut faire. Il y a un conflit au Liban, ce sont les Européens, le président français qui prend l'avion et qui va expliquer aux Libanais ce qu'ils doivent faire, et ainsi de suite. Le monde ne peut plus tourner comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il faut créer les éléments d'une co-gouvernance du monde. Mais attention, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de mettre ensemble 193 pays pour qu'ils co-organisent le monde. Il faut tenir compte que derrière ces pays, il y a des sociétés, il y a des êtres humains. Et considérer que les enjeux sociaux dans le monde d'aujourd'hui sont au moins aussi importants que les enjeux que l'on appelle géopolitiques, géostratégiques, géotrucs ou géomachins. Ça, ce n'est plus le problème. Le vrai problème, quand je vous parlais de la faim dans le monde, c'est la faim dans le monde, elle tue l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. Bon, le terrorisme, ça tue entre 10 000 et 40 000 personnes chaque année dans le monde, ce qui est bien entendu déjà énorme, mais la faim dans le monde, c'est 10 millions. Or, on ne pourra traiter ces questions que en associant et non en rejetant toutes les catégories de la société. C'est-à-dire qu'il faut redonner à l'acteur local son rôle, son importance. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai envie d'avoir, même si vous n'êtes pas tout à fait spécialiste de l'Afrique, de vous ramener à ce continent et de nous dire un peu 1,3 milliard d'individus, 54 nations, beaucoup de guerres, beaucoup de matières premières stratégiques. Et est-ce que vous êtes aujourd'hui, dans ce regard que vous portez, comment analysez-vous la prise en main par les Africains de leur réalité qui peut être demain un enjeu de rivalité, et c'est déjà même le cas. Mais demain, l'Afrique sera fatalement au centre du monde. On dit qu'en 2100, et vous savez, c'est pas si loin, nous ne le verrons peut-être pas, mais c'est quand même pas si loin, l'Afrique, ce sera 40% de la population mondiale. L'Afrique, c'est le lieu de la jeunesse dans le monde. C'est là qu'il y a la plus forte concentration de jeunesse, mais où il y a aussi le plus petit nombre d'emplois à offrir. Donc, il y a des déséquilibres que l'on voit monter et qui ne peuvent se résoudre que par une mobilité.
des personnes. C'est pour ça que la migration... On en est très très loin. Mais parce qu'on flatte l'électeur européen en stigmatisant la migration. C'est une bonne marchandise à vendre sur le marché électoral, mais on ne se rend pas compte à quel point tout le monde a besoin de migration. Les pays d'accueil, parce que leur crise démographique fait qu'ils ont de plus en plus besoin de main-d'œuvre, et les pays de départ, parce qu'effectivement, il faut réguler ce marché de l'emploi. Donc ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est que le grand malheur de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas encore inventé sa politique à elle. C'est-à-dire, lorsque l'Afrique a accédé à l'indépendance, elle a importé le modèle occidental, européen d'État-nation, qui ne correspond pas du tout ni à son histoire, ni à son économie, ni à sa structure sociale. Donc il y a un gros travail de réinvention du politique. Vous avez des hommes en Afrique qui avaient tenté cette réinvention. Alors on pense tous à Mandela, bien entendu, mais pensons aussi à Thomas Sankara, pensons même à Patrice Lumumba, à ces gens qui avaient la prescience qu'il fallait inventer autre chose. Ils ont toujours été contrés. Vous savez comment deux d'entre eux, Sankara et Lumumba, sont finis. Ils ont fini sous les balles. Hein. Et donc, nous en sommes là. Alors, ce qui se passe au Sénégal est à suivre. Peut-être que c'est un renouvellement dans la façon de voir. Moi, je suis frappé quand je vais en Afrique, j'y vais quand même assez souvent, dans les amphis, de voir cette jeunesse africaine qui a envie d'autre chose, qui a quitté ce temps, cette époque, en même temps du mimétisme et du tiers-mondisme, et qui essaye d'inventer un modèle à l'africaine, et c'est la tonalité d'un discours de Ousmane Sonko ou en Afrique du Sud d'un Julius Malema, par exemple. Mais est-ce qu'ils vont y arriver ? Oui, ils vont y arriver. Dans combien de temps ? Ça, c'est le problème. La France a une expertise avec la Grande-Bretagne exceptionnelle sur l'Afrique et le monde arabe, du reste. Mais est-ce que la relation France-Afrique, vous qui aimez bien le mot réinventer, est-ce qu'aujourd'hui on voit que la relation est très compliquée ? Écoutez, les deux pays ne se comprennent, les deux entités ne se comprennent plus. L'année 2023, c'est l'année d'un décès. C'est l'année du décès de la France-Afrique. Je veux dire, les événements qui se sont produits au Niger ont donné le coup de grâce d'un modèle agonisant depuis un certain temps. Donc, tout est à réinventer. Alors, les Britanniques avaient su se retirer de l'Afrique au moment des décolonisations de manière peut-être plus sage ou en tous les cas plus astucieuse que la France qui a toujours été tentée de pérenniser le temps colonial par d'autres moyens. Maintenant, la France est au pied du mur. Et il y a en France suffisamment d'énergie sociale et intellectuelle pour inventer autre chose, je dirais en concert avec nos partenaires et amis africains qui sont à la recherche également de leur modèle. Est-ce que cela va aboutir ? Je l'espère. Nous pouvons le faire. On ne sait pas. Avec cette volonté de mettre en perspective, vous qui avez écrit 56 livres, et il y a un autre livre en préparation, d'ailleurs que vous avez terminé, qui s'appelle « L'art de la paix ». Peut-être peut-on aujourd'hui parler de l'art de la paix, parce qu'au fond, c'est un mot qu'on ne comprend plus. Ben écoutez, si on n'en parle pas, ça ne se fera pas. Nous partons d'une vision de la paix qui, on le voit bien, avec le quotidien des événements, ne fonctionne plus. Donc, le grand défi de ce troisième millénaire, qui a commencé depuis déjà quelques années, c'est d'inventer, vous dites que j'aime bien ce terme, bah oui, il est plus que jamais nécessaire, un modèle de paix. Et bâti sur quoi ? Eh bien, qui est bâti d'abord sur les conditions nouvelles du monde. Je suis né, 1950, dans un monde, je mourrai dans un autre. Toutes les générations n'ont pas pu dire ça. C'est-à-dire, la plupart, et depuis des siècles et des siècles, de nos ancêtres, sont vécus dans un monde et sont morts dans le même. Il y a eu des changements, bien entendu. Mais pensez que lorsque je suis né, l'État-nation était dominant. Il n'y avait pratiquement pas d'institution d'intégration régionale. Le mot mondialisation n'existait même pas. On était
toujours dans un système colonial bien établi, et les sujets comme l'environnement, comme la santé collective, c'est-à-dire la santé vue à l'échelle mondiale et pas à l'échelle nationale, n'étaient même pas pressentis. Donc, vous vous rendez compte du chemin parcouru en l'espace d'une vie. Et moi, je suis frappé lorsque j'ai face à moi, comme ça a été le cas pendant plus de 50 ans, des jeunes de 20 ans, de voir qu'ils sont socialisés au monde de manière tout à fait autre. Eh bien, c'est sur cette base-là qu'il faut inventer la paix nouvelle. Il y a en tous les cas un axe qui est vaincre à tout prix l'humiliation collective. L'humiliation individuelle, ce serait bien, mais c'est une autre affaire. L'humiliation collective, peut-être que c'est ça le premier pas à franchir. On voit tout l'art de la subtilité et de l'érudition. Bertrand Badi, merci d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté un monde indéchiffrable et de nous avoir donné les moyens de mieux le comprendre et de le rendre en tout cas lisible. Merci et à très bientôt. Je rappelle votre livre qui sort dans quelques semaines, L'art de la paix aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. À très bientôt, à la prochaine.